Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai à dire? D'abord, pour ceux qui regardent sur YouTube, ne soyez pas perdus. C'est une rediffusion de live que je vais cutter, que je vais monter de façon un peu plus dynamique. Mais voilà, l'essentiel va être dit. On va aborder les différents points. Je mettrai les timecodes pour toutes les nations qui auront en dessous, plus les pronostics qu'il y aura à la fin. En fait, j'avais prévu de la tourner cette vidéo, mais ça m'a pris énormément de temps. Enfin, ça prend trop de temps et j'ai pas pu la faire pour celui-là. Je pense qu'on fera mieux la prochaine fois. Alors, comment ça va se composer cette vidéo? On va faire ordre alphabétique, on va faire l'Angleterre, puis l'Irlande, non, puis la France, puis l'Irlande, puis l'Italie, puis l'Écosse, puis le Pays de Galles. Alors, je sais pas si c'est l'ordre alphabétique, mais non, je crois pas. Si, c'est des E. L'Écosse doit être avant. On va faire l'Écosse avant le pays. Avant la France, du coup. Mais voilà. Bon, d'abord, 131e édition du 6 Nations. On y est. Voilà, on va avoir une compétition extrêmement incertaine. Déjà, je planche sur aucun grand chelem. Je pense que toutes les nations vont perdre au moins une fois. Et pour ceux qui sont sur YouTube, pensez à vous abonner, à liker, à faire plein de trucs pour m'aider à monter. Si la vidéo vous a plu, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, dans tous les cas, on en débat en commentaire. Pour commencer ce stream, si vous voulez, je me suis noté une question pour chaque nation. Pour l'Angleterre, c'est est-ce que le 15 de la Rose va enfin réussir à concrétiser le système Borswick en gagnant des matchs? Là, c'est la question assez simple. Pour la France, est-ce qu'avec 3 matchs à l'extérieur, le 15 de France va gagner un deuxième trophée majeur en 5 ans? Parce que ça commence à gratter pour beaucoup et ça se sent dans les déclarations. Pour l'Irlande, c'est est-ce que le 15 du trèfle va laisser la place à de la concurrence ou est-ce qu'ils vont dominer sans partage? Et quand on voit les performances qu'ils ont fait sur la tournée d'automne, on peut se poser des questions. Ensuite, il y a l'Italie avec ce qu'ils ont produit depuis le dernier 6 Nations, donc c'est-à-dire sur la tournée d'été et la tournée d'automne qui ont été plutôt décevantes. Est-ce que l'Italie va briller, va se sublimer à nouveau comme c'est le cas depuis 2 ou 3 ans? Ça commence à faire des trucs intéressants sur le 6 Nations. Pour l'Écosse, comment Gregor Townsend et ses joueurs vont-ils éviter l'inconstance? Et dans le cas échéant, comment vont-ils faire pour ne pas terminer en dessous de la 3e place? Et le Pays de Galles, bien sûr. Est-ce que la cuillère de bois et le licenciement de Warren Gatland sont inévitables? Voilà les 6 questions qui vont rythmer les débats. On va commencer directement par l'Angleterre, puisque je sais que vous les adorez. Bon, l'Angleterre, il y a un discours collectif où beaucoup de personnes relèvent le mauvais niveau anglais comme de l'inconstance. Je vais pas dire le contraire, c'est inconstant, c'est pas régulier, mais honnêtement, je suis plutôt optimiste sur l'Angleterre. Je vais vous expliquer pourquoi. En 2022, décembre 2022, Eddie Jones est viré de son poste. Donc, Borswick prend le relais, et je suis à la fois content parce que Eddie Jones ça menait à rien, quoi. Depuis 2020, depuis la demi-finale, c'était catastrophique. Ils font une 5e place et une 3e place, je crois, avant de le gagner. Ils le gagnent en 2020, mais c'est sur les restes un peu de 2019. C'est pas exceptionnel. Ils gagnent au goal average d'ailleurs. Et quand Eddie Jones s'est viré, du coup, je suis content parce que Eddie Jones s'est viré et que c'est Borswick qui prend le relais. C'est un bon technicien, un bon tacticien. Il vient de gagner le championnat avec Leicester. Et en même temps, je suis triste parce que il hérite d'un poste horrible. Pourquoi? C'est pas le poste en lui-même qui est horrible, c'est le timing. Il prend le poste 10 mois avant la Coupe du Monde. Il a 10 mois pour remettre tous les joueurs à niveau, tous les joueurs en forme, alors que t'en as plein des cadres qui sont mauvais. Il a 10 mois pour recréer un système de jeu total qui, normalement, doit prendre plusieurs années, 4 ans. C'est des mois de 4 ans, donc c'est logique qu'il ait 4 ans pour faire ça. Mais là, lui, il a que 10 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de tenter des trucs sur le tournoi Destination 2023. Bon, ça fonctionne pas. Il prend une tollée contre la France, il perd un peu de partout, etc. Qu'est-ce qu'il fait pour, en gros, la Coupe du Monde? Il se dit, bah écoutez, on va pas créer des choses, on va rester sur nos bases. Bonne conquête, les jeux au pied, et on attend que l'adversaire fasse faute. Ça a fonctionné. Quand on voit le premier match contre l'Argentine, les drops de George Ford, les coups de latte avec Stewart en dessous, les erreurs, ils poussent à la faute les Argentins, ils grattent au sol, et ils ont fait ça jusqu'à arriver en demi-finale. C'est-à-dire que même contre les Fidji, ils ont résisté, ils sont allés en demi-finale. Bon, contre les Springboks, c'est pas passé. Mais les Springboks, ils changent de tactique. Ils avaient titularisé Libok. Je crois qu'ils font entrer Pollard immédiatement quand ils voient que c'est plus compliqué d'habitude. Et là, depuis la fin de la Coupe du Monde, je trouve que le nouveau système Borswick que le sélectionneur essaye de mettre en place, en fait, on commence, après chaque truc, à voir
des trucs de plus en plus intéressants. Alors, l'Angleterre, pour moi, est 5e nation mondiale. Ils ont du retard sur le top 4, mais est capable de les battre sur un match. Je vais expliquer ce que je pense. Je suis un peu d'accord avec toi, mais je vais t'expliquer ce que je pense. C'est-à-dire que sur le dernier tour de destination, ils font un match moyen contre le Pays de Galles. Je crois qu'ils gagnent 14-16. Ils gagnent contre l'Irlande à domicile, qui est pour moi l'une des preuves formelles que le système Borthwick n'est pas si mauvais. Et ils vont perdre de peu en France. De peu, vraiment de peu. Mais le match contre la France, c'est vraiment un match où tu dis, bon, sur les 10 dernières minutes, l'Angleterre a lâché et la France gagne. Contre l'Écosse, je pense que ça avait été un mauvais match. L'Écosse, voilà, t'as ce tournoi de destination qui est bien, qui a des bons signaux, mais il manque encore quelque chose. Sur la tournée d'été, ils vont en Nouvelle-Zélande. C'est 2 défaites, mais encore une fois, tu ressens que quelque chose se passe, quelque chose remue, quelque chose change. C'est plus aussi passif qu'auparavant, ça tend des initiatives, ça fonctionne pas toujours, mais ça change. Et sur cette tournée d'automne, on passe à rien. En fait, on passe à un drop de change fort de manqué et une défense hasardeuse de Marcus Smith de faire un 3 sur 4. C'est-à-dire que sur le match face à la Nouvelle-Zélande, en fait, Borthwick apprend à ses dépens qu'il doit laisser Marcus Smith sur le terrain pendant 80 minutes. On l'apprend sur ce match parce que quand Ford rentre, il manque une pénalité. Il se fait taper il se fait contrer sur son drop, c'est pourri. Mais sur ce match-là, on sent l'Angleterre en capacité de battre la Nouvelle-Zélande. Contre l'Australie, la deuxième mi-temps de l'Angleterre est pourrie. Et là encore, Borthwick apprend. Il apprend que, voilà, c'est toujours en fait, il apprend sur la deuxième mi-temps et les dernières minutes en général, Borthwick. Contre les Springboks, il n'y a pas de débat, ils sont massacrés devant, c'est même pas la peine. Et contre le Japon, ça compte pas, c'est le Japon, ils sont nuls. Et donc là, on aborde ce 6 nations. Je pense pas qu'il joue gros Borthwick. En termes de est-ce qu'il va être licencié ou pas, je pense qu'il joue gros sur la mise en place de son système de jeu et l'intégration de son système de jeu à l'Angleterre. C'est-à-dire que, pareil, on va le voir à l'Irlande ce week-end, mais si Borthwick réussit le pari fou, je le pronostique, je vous le dis direct, je pense que... Enfin, mon pronostic, c'est que l'Angleterre va gagner en Irlande. On l'expliquera pourquoi à la fin, etc. Moi, j'ai en tête que l'Angleterre peut faire quelque chose en Irlande. Je pense que Je pense que tout le monde voit ça comme du 70-30. Je suis plus proche d'un 60-40 en termes d'estimation. C'est la compo la plus logique ce week-end depuis. Bon, on va parler de la compo évidemment. Attendez, regardez. On a le groupe entier qui est là, hein, vous inquiétez pas. Hop, je le mets ici de toute façon. Mais franchement, Borthwick, je le vois se faire défoncer sur la truc anglaise parce que les mauvaises décisions, et ci et là, c'est un peu le Galtier local. Mais moi, je me dis, il peut le faire. Et si l'Angleterre le fait ce week-end. Mais moi, je me dis franchement, ils peuvent le faire, les Anglais. Surtout que l'Irlande, on va en parler encore, se cherche encore un peu. Il manque des trucs à droite, à gauche, c'est pas... Sur l'Irlande, on en parlera tout à l'heure, je pense que l'Irlande est battable sur le plan tactique. Je pense que la France et l'Angleterre peuvent battre la France sur le plan tactique, sur le rugby en gros. Mais par contre, la question c'est, est-ce que l'Angleterre ce week-end et la France la semaine suivante vont résister sur le plan physique? Parce que sur le rugby, je pense que l'Irlande se cherche un peu. Mais sur le physique, c'est des chars d'assaut. Et leur stratégie, elle est simple, les Irlandais. Si tu arrives à bien te redistribuer en défense, si tu arrives à enchaîner les temps de jeu, si tu arrives à encaisser leurs assauts sans trembler, tu as fait une grande partie du boulot. Mais ça va être la question, c'est est-ce que l'Angleterre ce week-end va résister sur le plan physique à l'Irlande? Et ça, c'est la question à 1 million. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, le groupe, alors on va en parler du groupe. Baxter, très jeune pilier, alors je vais pas vous les faire un par un, mais... Baxter, très jeune pilier d'Harlequin, super talentueux, c'est un gaucher génial. Chesum, oui, c'est celui des Leicester Tigers, joueur super intéressant. Pourquoi il ne résisterait pas? Parce que je pense que RSL, sur le rugby, l'Angleterre peut faire quelque chose. Mais sur le physique, si ça ne suit pas pour contrer nos amis irlandais, ils vont se faire défoncer. C'est simple. Là, il faut s'attendre Angleterre-Irlande, sauf si l'Angleterre arrive à contrecarrer les plans irlandais à un match à 42 minutes de temps de jeu effectif. Donc on verra ce week-end ce que ça donnera. C'est le match que j'attends. Je me suis même acheté parce que je pense que je ferai pas de viewing party sur ce 6 nations. Mais il est pas là, mais je me suis acheté un grand cahier pour me faire des fiches sur les matchs et noter les joueurs. Donc je vais avoir des notes super détaillées. Et nous, on fera pas des viewing parties sur le 6 nations. Par contre, on fera des débriefs. Dès la fin de la journée ou le jour d'après, on se fera des grands débriefs. J'aurai des invités. Et je prendrai les invités un par un, et on se fera des trucs à deux et ce sera sympa. Ah non, sur l'affrontement, je pense que l'Angleterre a la possibilité de contrer, contrer l'Irlande. Mais c'est sur le plan physique, c'est sur l'athléticité, alors je sais pas si c'est français, mais le cardio, voilà, vraiment l'endurance pour enquiller tout ça. S'ils y arrivent,
c'est bien. S'ils n'y arrivent pas, compliqué. Pourquoi tu dis que Marcus Smith doit rester 4 minutes sur le terrain en fanboy de Quinn Cooper? J'adore, mais est-ce qu'un profil de ce genre n'est pas un peu limite pour être clinique en fin de match? Non, pas du tout. Marcus Smith a la carrure aujourd'hui pour tenir 80 minutes. Il le prouve contre l'Australie, même si c'est lui qui est fautif à la fin. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Oui, mais voilà. Enfin, moi j'ai un avis sur Marcus Smith, j'adore ce joueur. Je pense qu'il a passé un cap avec le départ de Ford et Farrell. D'ailleurs, j'avais vu une stat tout à l'heure de... j'ai oublié son nom sur Twitter, mais c'est un statisticien génial. C'est la première fois depuis 2013 que, face à l'Irlande, il y a une feuille de match de l'Angleterre sans le nom Ford ou Farrell, enfin sans George Ford ou Owen Farrell, sur la compo, sur les 23, pardon. Ça fait 2013 qu'il n'y a pas eu un match où Farrell et Ford où Ford était sur la feuille de match. C'est dingue. Et là, ils y sont pas. Donc je pense qu'avec le départ de ces deux joueurs, Marcus Smith va être libéré et il va sentir, pour la première fois vraiment, il l'avait déjà senti auparavant, mais là, il va se la prendre en plein poids, le poids de la responsabilité du 10 de l'Angleterre. Alors évidemment, il y a Finn Smith qui est sur le banc, on le verra tout à l'heure. Mais je pense honnêtement que Marcus Smith a les épaules pour être le grand 10 offensif qui sait s'adapter à un système plus anglophone, c'est-à-dire plus fermé, plus je fais des passes, moins je fais des fulgurances. Donc moi je pense que c'est le grand 6 nations de Smith et on verra ce que ça donne. On a des arbitres français pour des gros matchs, je crois que Brousset en arbitre 1, Guigui, si tu me suis sur Twitter et que tu es sur téléphone, tu peux chercher, tu tapes juste arbitre, et je crois que tu as les nominations du 6 Nations, si tu veux. Mais voilà. Le match contre l'Australie, Marcus Smith fait un bon match jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la 83e, quand il se loupe sur la montée défensive sur Jorgensen, ou je sais plus qui c'est qui fait la passe décisive, Jorgensen, il va marquer. Mais en dehors de ça, c'est sa seule erreur, Marcus Smith. Parce que je pense honnêtement que Marcus Smith ne sort pas à la place de George Ford. Marcus Smith réussit le drop et la pénalité d'avant. Parce qu'il est... Je pense qu'à ce moment-là, Marcus Smith était dans la zone. Pour ceux qui regardent un peu les mangas, par exemple, dans Kuroko Basket, il y a ce truc de zone où en fait, t'es tellement concentré, et t'es tellement dans le rythme du match, et t'es tellement bien dans ton corps et tout, que tout se passe bien. Tout se passe bien. Et je pense qu'à ce moment-là, face à la Nouvelle-Zélande, lui-même, je pense que quand il sort, il est surpris. Marcus Smith était dans la zone. Franchement, il était dans la zone. Karshawai, oui, t'as la ref. Mais il était dans la zone. Et sortir un joueur qui est dans la zone, même si t'as l'impression qu'il est fatigué physiquement, il faut pas. Et je pense que ça, Borswick l'a appris à ses dépens face à la Nouvelle-Zélande. Oui, mais Kuroko Basket, on va pas se remettre dans les débats, mais... Ouais, voilà, le flow, la zone, vraiment, il était dedans, quoi. Ouais, il est insupportable, Smith, des fois, mais je pense honnêtement qu'il a la carrure pour faire des choses, quoi. Et sur ce 6 nations, je pense que ça va être le grand 10 de l'Angleterre. Alors, pour l'Angleterre, on va se faire le groupe. Cunningham South, Cowan Dickey. Alors, Cunningham South, très très bon. Curry, les frères Curry, alors... Je suis pas fan de l'autre frère Curry, mais ouais, bon, il est là. Dan, génial. Ben Earl, j'adore ce joueur. Mais alors, au moins une ou deux fois par match, il va se faire la connerie de faire les plaquages sans épaules. Ça lui a valu un nombre incroyable de pénalités ou de cartons jaunes. Et il continue à le faire. C'est incroyable ce joueur. C'est un plaqueur fantastique. C'est un porteur de balle incroyable. Mais alors, quand il fait ça, j'ai vraiment envie de l'insulter parce que il se ruine tout seul. C'est horrible. Les plaquages sans les épaules, mais sans les bras, pardon. C'est vraiment, il plaque et il met juste l'épaule dans la route des jambes de l'adversaire, ce qui est super débile. Mais il le fait au moins une ou deux fois par match. Et aujourd'hui, de plus en plus, les arbitres le sifflent. Donc c'est vraiment... Moi, ça me frustre parce que j'adore le joueur, mais je sais pertinemment qu'il va au moins coûter une pénalité par match à son équipe parce qu'il fait cette bêtise de faire les plaquages sans les bras. Itoge et Earl ont été fantomatiques. Sur quoi, RSL? Même si je trouve qu'il... Non, Itoge... Non, enfin, il était moyen sur le dernier 6 nations, mais... Ah non, moi je suis pas d'accord. En plus, avec le capitanat, je pense honnêtement qu'Itoge va se sublimer. Earl, non, mais pas... Earl n'a pas été... Non, mais je suis pas d'accord, RSL. Il a pas... Non, mais c'est les Saracens, on s'en fout des Saracens. Tous les joueurs anglais sont nuls. C'est comme les Sud-Africains avec les franchises sud-africaines. Ils sont nuls. C'est vraiment, je te jure, RSL, faut vraiment pas tenir compte des performances des joueurs anglais, sud-africains, gallois, parce que ça n'a aucune valeur. Ils ne font rien en club. Donc c'est même pas intéressant. Par contre, Itoge et Earl ont été très très bons sur la dernière tournée d'automne. Et c'est sur ça qu'il faut mesurer. Parce qu'aujourd'hui, le championnat anglais n'a quasiment aucune valeur. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi,
Franchement, je suis. Ouais. Donc, le groupe, ensuite. Itoge capitaine, ça c'est génial. Langdon, talonneur de Northampton, très très bon, très sous-côté. Ouais, bah, de toute façon, t'as raison, je pense alors, on finit ça. Rod, Stuart Willis, Tom Willis qui est enfin sélectionné avec l'Angleterre. C'est dommage qu'il passe son frère, mais on verra si l'Angleterre met en place la règle comme l'Australie des 3 joueurs à l'étranger sélectionnables, etc. Mais bon. Bird, centre génial d'Harlequins, très bon. Je sais pas ce que ça donne au niveau international, mais je pense pas qu'il va jouer. Daly, le papy. Dingwall, Ford, pas fan, cette saison. Et après, Freeman, ailier génial. Lawrence, Mitchell, Murley qui va, alors on en parlera sur la compo. Quirk, Randall, Roebuck, Slade, Slayton qui je pense devait être titulaire à la place de Murley, mais en fait est là. Smith, Stewart et Spencer pour la compo. Hop, ça c'est la compo face à l'Irlande ce week-end. Elle est sortie tout à l'heure, je pense qu'ils l'ont joué un peu au bluff, ou alors un peu à la paire de Coronets de Bosch, je te l'annonce le mardi parce qu'on est confiant. Mais absence notable de Fei Waboso, ouais, il est pas là. Mais je trouve qu'à l'aile, c'est chiant, mais Murley ou Slayton peuvent apporter pas autant, mais presque autant que Fei Waboso. Oui, on en parlera tout à l'heure, Elliot. Pour la compo, donc, Kowandiki a été préféré à Théodan en titulaire. J'aurais préféré mettre Théodan titulaire parce que je trouve que c'est le meilleur prospect en talon de l'Angleterre. Bon, il est sur le banc, c'est pas grave. Stuart Genge, ça va être aussi une énorme épreuve pour lui. Genge, il a toujours été bon, mais sur ce 6 nations, il va absolument falloir qu'il soit très très bon. C'est pas son statut de vice-capitaine qui va le sauver de la concurrence face à Finn Baxter, je pense. Parce que il est bon, mais il faut vraiment qu'il passe un step. C'est vraiment... Genge, c'est vraiment ce joueur, j'ai pas envie de me dire, c'est qu'un nom, il est surcoté. Et pour l'instant, on se dirige sur ce chemin de... Il est bon, mais il a pas été exceptionnel, tu vois. Donc, bon. Ouais, mais tu vois, ouais, le plus polyvalent, je sais pas, Slayton, mais quand même bien hard aussi en défense, Hakim, tu vois. Alors après, Itoge, Martin, Curry. Alors là, c'est la surprise en 3ème ligne. Je pensais qu'ils mettraient directement Willis. Non, on opte pour les frères Curry. Alors là, je l'avais vu venir de nulle part, celle-là. Itoge en 4, Martin en 5. Martin, c'est vraiment le chien fou. C'est un peu le chien fou. Alors, s'il y a un joueur qui prend un carton, c'est George Martin. Mais c'est un joueur dont on a besoin, en plus d'Itoge, qui forme un peu la paire des 2e lignes casse-couilles de l'Angleterre, mais des joueurs dont tu as besoin, un peu comme des profils comme Cocotte, un peu chiant, un peu voilà, teigneux, quoi. Les frères Curry, on en a parlé, Ben en 8, évidemment les plaquages sans les bras, tiens que ça s'arrête. En 9, Mitchell qui revient juste à temps de blessure, hein. Il a été convoqué hier, donc lundi avant le match face à l'Irlande, il était blessé. Bon, bah là, il est soigné. 10, Marcus Smith, on en a parlé tout à l'heure. C'est son grand rendez-vous, ce 6 nations. C'est, en plus du système qui est censé être perfectionné pour l'Angleterre, c'est lui qui va vraiment... comment dire, c'est lui qui va vraiment... voilà, ça va être le maestro, ça va être lui qui va donner le tempo. Et on verra aussi de quelle manière il va jouer. Est-ce qu'il va vraiment se conformer au système de jeu anglais de Borthwick, ou est-ce qu'il va quand même mettre un petit peu de folie? Je pense que Borthwick lui laisse la place de mettre un peu de folie. Donc on verra ce que ça va donner. Spencer, ni en 1 ni en 2. Pour moi, Randall est bien surcoté. Je sais même pas ce qu'il fait là. Je suis d'accord. Randall, je suis vraiment pas fan sur le banc. Mais ouais. Slade, Lawrence. Alors j'imagine qu'en défense, Lawrence est placé en 12. Pardon. Je t'avoue que je suis plutôt fan d'avoir Slade en 13 d'habitude parce que j'adore la dureté de l'homme en fait d'Auli Lawrence, mais je pense que si Henry Slade a été mis là, c'est je pense pour seconder Marcus Smith dans le jeu au pied, parce qu'en dehors de cet aspect là, je vois pas vraiment ce qu'il ferait en 12 Henry Slade. Donc voilà. Ozell, Murley, on en a parlé, je pensais que ce serait Oli Slayton, le petit ailier de poche super robuste de Northampton. Ça ne l'est pas finalement, c'est Cadan Murley, l'ailier des Harlequins. Tommy Freeman, le serial marker, un joueur filiforme, très fin, mais alors c'est une vraie flèche qui rappelle un peu, pour les nostalgiques, le profil de Johnny May au début de sa carrière. Donc voilà. Freddie Stewart en 15, moi on en parlait de Marcus Smith, s'il y a un autre joueur qui passe une grande épreuve, ça va être Freddie Stewart. Il a expliqué dans une interview au Daily Telegraph, je crois qu'il avait changé son approche sur les escortes, enfin sans les escortes du coup, vu qu'elles ont été supprimées. Et que dans le jeu aérien, il a modifié ça, et on n'a pas vraiment vu en fait ce que ça avait donné face à Toulouse. En fait, ils se sont fait dézinguer. Donc on va avoir aussi un joueur, un Freddie Stewart en 15, qui va pas jouer sa vie, mais qui va jouer sa place, parce que Borthwick a l'air de s'être fixé sur George Furbank en 15, mais moi je t'avoue que
Freddie Stewart avec sa grandeur. Alors, moi, à l'époque, quand il était encore titulaire il y a 2 ans, 2, 3 ans, dans les airs, il me rappelait, je cite son nom, pas du tout pour cautionner ce qu'il a dit, fait, etc., mais vraiment parce que son athlète, sa capacité à sauter haut, au bon timing, au bon moment, était géniale. Il me rappelait Israël Folau à l'époque. Israël Folau avait une telle domination dans les airs, c'était exceptionnel. Et là, Freddie Stewart, je pense qu'il a la possibilité de devenir le meilleur 15 sous les ballons hauts du monde, mais il va falloir qu'il le prouve sur ce 6 nations. Donc, ouais, on verra ce que ça va donner parce que dans la relance aussi, Fairbank a l'air de le dominer, mais en fait, Stewart a l'occasion de tuer un peu tous les détracteurs parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, Stewart en Angleterre, qui préfèrent le jeu très offensif de Fairbank. Moi, je suis encore team Stewart, je vous le dis, je suis encore team Stewart, j'y crois. Et si l'Irlande perd contre l'Angleterre samedi, Freddie Stewart devra ou aura une part prépondérante dans tout ça, quoi. Être bon en l'air pour un steward, c'est normal, non? Eh oui, Falem, exactement. Je trouve que tu surestimes les performances anglaises. Non, honnêtement, tu verras mes pronostics de tout à l'heure, je surestime pas les performances anglaises. Je dis juste que ils sont sur la pente montante et qu'il faut faire attention à justement pas les sous-estimer et pas se dire bon, ils vont prendre 40 grains face à l'Irlande. C'est possible qu'ils prennent 40 grains face à l'Irlande, mais honnêtement, je pense que ça reflèterait pas la réalité que l'Angleterre se prenne 40 pions. Alors peut-être que oui, forcément, s'ils en prennent 40, bon, évidemment que bon, voilà, ils en prennent 40. Mais je pense que l'Angleterre a le pouvoir et a le potentiel de faire mieux. Donc ouais, dans un match contre l'Irlande, tu es obligé de mettre Stewart. Il peut être dominant dans un secteur où l'Irlande a plutôt des difficultés. C'est vrai que en plus, Hugo Keenan est génial dans les airs, mais dès qu'il a quelqu'un qui a tendance à être un peu plus grand, ben en fait, sa taille, ça se fait sentir. Alors, je pense que ce sera Keenan, hein, il est revenu de blessure avec le Leinster. Non, mais tu vois, l'Angleterre, on en parlera tout à l'heure, parce que si je me lance sur l'Irlande, on va en parler pendant 45 minutes. Mais au niveau de la compo, ça donne ça. C'est super intéressant. Au niveau du calendrier pour l'Angleterre, alors c'est où ils font déplacement en Irlande, réception de la France, ils commencent fort, réception de l'Écosse, réception de l'Italie, et ils vont au Pays de Galles. Donc, techniquement, ils ont vraiment un déplacement compliqué, quoi. Mais on en parlera tout à l'heure des pronostics, parce que ça va être compliqué, ces satanés pronostics. Mais du coup, ouais, vraiment pour l'Angleterre, franchement, je dirais qu'on est à 8,5 sur 10. Enfin, comment dire, je pense qu'ils sont à 80%, 80% de leur potentiel. Ou alors du chemin qui les amènerait au plein pouvoir, à leur pleine capacité, à vraiment au pur rugby anglais, à ce qu'ils soient à nouveau au top. Et j'estime que sur ce tournoi, ils peuvent arriver à ça. Ce serait peut-être le bon moment. Alors, ça fait techniquement 3 ans depuis 2022 que Borswick est là, mais techniquement, ça en fait 1 vu qu'il est arrivé sur le dernier. Merci Vavava pour le follow et bienvenue. Et l'Angleterre a quand même... ils sont à un chemin dans le nouveau mandat de Borswick, dans le mandat de 4 ans post-Coupe du Monde 2023, où je pense qu'on va voir les premiers... je pense que ça peut porter ses fruits dès ce tournoi de destination, et on verra ce que ça donnera. Pour l'Écosse, à présent... alors, ça, c'est le groupe écossais. Alors, il y a encore les blessés, etc. Tupulotu, il y a Cummings. Ouais, il y a encore les blessés, mais voilà. Ils n'ont pas tenu la route en novembre physiquement déjà. L'Angleterre, non, mais je pense qu'avec la bonne préparation, ils en ont fait des camps d'ailleurs de préparation, les Anglais. Donc, non, j'ai pas fait la France RSL. Là, je viens de commencer avec l'Angleterre. La France arrive. Avec une semaine de repos quand même, c'est-à-dire au Mamalavi. Parce que les Anglais ont enchaîné Enfin, ils en ont fait 2 ou 3, je crois, de stages de préparation depuis début janvier, je crois. Hein. Quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Donc, je pense que physiquement, ils sont prêts, mais bon, écoute. Alors, pour le groupe écossais. Alors, j'ai aussi les blessés, attendez. Les blessés, on a donc Bayliss aussi, Bayliss qui est voilà, une blessure à l'aine, en gros. Et ça, c'est la blessure. Et du coup, Ferry, Henderson, Johnson et Massibaka qui joue sur Angoulême et Oli Smith, du coup, ont rejoint le groupe. L'Écosse, pardon, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, parce que moi, j'y crois plus. Je vous le dis honnêtement, je ne crois plus en l'Écosse. En fait, je crois que sur les pronostics, ça fait 2 6 nations où à chaque fois je place l'Écosse trop, où à chaque fois je suis déçu. Et je suis désolé, ils ont un groupe super intéressant. Je ne crois plus en l'Écosse. Je ne crois plus en l'Écosse. Je ne les vois. Honnêtement, je les vois même derrière l'Italie en 4e. Et l'Italie en 4e et l'Écosse en 5e.
Mais cette équipe est le comble de l'inconstance, le comble de la hype. Chaque année, c'est comme les Blues en Super Rugby avant qu'ils gagnent le titre l'année dernière. On se disait toujours, c'est l'année des Blues. Et bien là, c'est l'année de l'Écosse. Ce n'est jamais l'année de l'Écosse. Et à chaque fois, enfin, il y a pas le truc, il n'y a pas le clic, il y a pas l'engrenage qui se met à tourner, il y a toujours un petit caillou dans l'engrenage qui fait que l'Écosse, c'est irrégulier. Alors ça fait des trucs géniaux, tu vois, ça gagne contre l'Angleterre, mais derrière, ça se prend une tannée contre l'Irlande à domicile. Enfin, c'est pas sorcier l'Écosse, mais je préfère les sous-estimer parce que je sais que je serai plus proche de la vérité que si je les surestime. C'est... Non mais... C'est le Tottenham du rugby. Non mais c'est exactement ça, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut encore se... Alors on peut s'exciter sur l'Écosse, mais je sais pas comment on peut s'exciter sur l'Écosse sur le long terme. C'est-à-dire que sur un match, ils peuvent faire quelque chose d'énorme, mais sur la longueur du truc... Mais l'Écosse n'est pas bâtie, n'a pas les ressources, n'a pas les joueurs pour faire 5 matchs parfaits. Et ils les auront probablement jamais. Enfin, quand on voit comment ça fonctionne l'Écosse depuis tant de trucs, les joueurs sont pas protégés. Kinghorn a joué ce week-end. Enfin, il n'y a pas les ressources faites pour que l'Écosse se sublime, quoi. Et c'est même pas une question de ressources de joueurs ou quoi, de réservoirs. Moi, je pense vraiment que l'Écosse n'a rien. Il n'y a rien qui me permet, il y a rien qui me permet de m'asseoir, enfin, il y a rien qui me permet d'être confortable sur le fait de dire bah, l'Écosse va faire quelque chose de génial sur ce 6 nations. Parce qu'en fait, admettons, ils gagnent contre l'Irlande. C'est quoi leur calendrier? Ils commencent par l'Italie. Je pense que l'Italie peut faire un coup. Ils ont l'Écosse, il y a Écosse-Irlande sur la J2. Imaginons, l'Écosse gagne contre l'Irlande. La semaine suivante, ils se rendent en Angleterre, ils perdent. Et la semaine suivante, ils reçoivent le Pays de Galles, ils prennent pas le bonus offensif. Et ensuite, ils vont en France, ils se prennent 5-0 sur les points bonus, etc. On peut pas compter sur cette équipe d'Écosse pour être régulière tout le temps. En plus, alors, je dis ça en dehors des blessures, mais Tuipulotu qui est pas là, régulateur défensif, bulldozer offensif, capitaine, enfin, le pire joueur à perdre avant un tournoi à destination, ils le perdent, ça c'est génial. Derrière, je pense que c'est McDowell qui va le remplacer en 12, à part s'il déplace Tom Jordan en 12. Mais je suis vraiment pas fan d'avoir un 5-8e avec l'Écosse, quand on sait à quel point ils galèrent en défense et qu'il leur faut des bulldozers. Russell, pareil, Russell, c'est l'image de l'Écosse. Russell est un joueur que j'adore, mais c'est un match sur 2 ou un match sur 3. Enfin, l'Écosse, c'est à l'image de Russell. C'est l'inconstance à son paroxysme, à son apogée. Enfin, Russell fait un mauvais match, l'Écosse fait un mauvais match. Et même quand Russell fait un bon match, l'Écosse perd. Enfin, franchement, et l'Écosse, c'est pas que je veux pas y croire, c'est que je ne peux plus y croire. Le groupe est génial. Enfin, les Fagerson sont bons, Gilchrist est un très bon joueur, Johnny Gray revient, il y a eu cette petite embrouille avec l'UEB, etc. Bon, voilà, Sutherland qui est un pilier très bon. Enfin, il y a des trucs pour dire, bon, l'Écosse, c'est une bonne équipe de rugby. Mais le groupe est pas... Enfin, il n'y a pas assez de profondeur, il y a des joueurs intéressants, mais il n'y a pas assez de profondeur. On s'entête avec des joueurs qui, je trouve, ne sont pas exceptionnels. Enfin, Ben White, avec Toulon, bon, j'ai longtemps essayé de le défendre, etc. Bon, là, c'est vrai que c'est pas une réussite. Mais, enfin, George Horn, moi, j'aimerais que George Horn soit titulaire. Mais bon, écoutez, voilà. Fergus Burke est là en 10. Alors là, ouais, bon, il sera quand même derrière Russell. Mais voilà, peut-être une addition intéressante à ça. Puis après, du 12 au 15, j'ai rien à dire. C'est bon, le 10, pareil. Russell est bon sur le papier. Mais, enfin, si c'est pas Horn en 9, hein, j'ai du mal à... m'enjailler sur l'Écosse, quoi. Pareil, devant, c'est bien, enfin, je me répète, etc. Jackman, voilà, il y a des joueurs intéressants, mais en fait, il y a pas de truc où je me dis, bon, ils vont rouler sur telle ou telle équipe, quoi. L'Écosse seront les spectateurs privilégiés du Grand Chelem français. Mais moi, je pense vraiment qu'il n'y aura pas de Grand Chelem. Enfin, je vous expliquerai ça sur les pronostics, mais... Ouais, non, enfin... Franchement, l'Écosse, je sais pas si c'est Townsend qu'il faut... changer ou si c'est la structure qu'il faut changer. Moi, j'ai entendu énormément de mal sur la fédération écossaise, que c'était très mal fait, un peu à l'image de ce qu'il y avait eu avec l'affaire Siofan Katigan, celle qui est la joueuse qui s'était suicidée à cause des commotions parce que l'Écosse, parce que la fédération écossaise n'aurait pas, parce que je l'ai conditionnel, mais n'aurait pas fait les choses bien concernant, etc. Le traitement des commotions, etc. Enfin, il y a un truc qu'il faut changer en Écosse et j'ai pas l'impression qu'il va changer, quoi. Donc bon, ouais, l'Écosse c'est bien, mais ça me transcende pas, quoi. Ça me transcende pas, l'Écosse. Donc bon, ouais, mais Burke c'est un bon joueur, mais c'est pas Ntamak, quoi. C'est pas Monga. C'est pas un joueur génial. Alors il en a pas vraiment eu l'occasion de le montrer, mais il y a encore des trucs qui se travaillent, quoi. En Écosse, c'est le problème, c'est que ça fait 15 ans que les trucs doivent être travaillés, mais c'est jamais toujours la même chose, quoi. Ouais, Michael, on a fait l'Angleterre jusqu'avant, mais t'en fais pas, je ferai une rediff
monter sur YouTube pour en faire une vidéo, donc tu l'auras demain. Opta donne 63% de chance de victoire contre l'Irlande. Pour l'Irlande. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Je crois que ils ont un quart de chance de finir deuxième de mémoire. Bah, Townsend, je sais pas, on verra sur ce 6 Nations après le 6 Nations s'il finit genre 5ème. Donc bon, ouais, écoutez. L'Écosse, c'est pas tout, c'est pas tout qui est, enfin, c'est pas tout qui est acheté, mais ça me, je sais pas comment dire, mais en fait, ouais, j'ai arrêté d'y croire et je laisse ça à d'autres personnes de hyper l'Écosse, mais là j'arrête quoi. Non, enfin je sais pas, enfin ouais, l'Écosse quoi. Et sinon le groupe est sympa, enfin moi j'adore Tom Jordan, les arrières écossais c'est vraiment génial quoi. C'est le flegme écossais, c'est la fougue écossaise. Il y a quelque chose de génial sur ces arrières, mais malheureusement quand t'as pas d'avant de grand standing, forcément tu souffres contre à peu près tout le monde quoi. Et le pire, c'est qu'ils vont forcément faire un grand match dans ce 6 Nations où ils vont gagner, je sais pas, contre l'Angleterre ou contre l'Irlande, etc. Mais il n'y aura pas de suite, quoi. Ce sera le premier épisode d'une trilogie que tu as supprimé parce que la deuxième a pas marché, en fait. Le deuxième épisode a pas marché alors que le premier était génial. Bon, après, c'est la France. Ça, c'est le groupe pour le Pays de Galles. Je vous laisse écrire ce que vous pensez de la France dans le chat si vous avez des petites remarques, des points à débattre. Je sais pas par où commencer tellement il y a de choses à dire, en fait. Alors ça, c'est la compo probable. On va commencer par la compo. On a fait l'erreur tout à l'heure. On va par le groupe et là, on va commencer par la compo. Ça, c'est la compo probable contre le Pays de Galles. Alors, gros Movaka Antonio, gros préféré à Baye qui revient de blessure, etc. Roumat Meafou en 4 et 5. Bon, Roumat en 4, je suis pas fan parce que c'est pas son poste, mais contre les Gallois, bon, on pourrait aller. Cross Aldrit, bout de han. Là, c'est la troisième ligne classique sans Olivon, quoi. C'est vraiment ok. Dupont Ntamak, bon, voilà. Biel Biarré et Atis Sogbe préféré à Gaëton. À l'aile, donc ouais, Atis Sogbe, je dis pas non. Moefana Barassi au centre, Barassi, bon, c'est le choix logique. Il y en a qui disent dans le chat qu'il défecte sur deux porteurs, mais moi je pense pas si dans son esprit c'est vraiment la forme qui prime. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est normal pour la forme de Barassi. Non, mais c'est pas grave, Philibert, je comprends ce que tu voulais dire. Non, mais par contre, si dans son esprit il y a Galtier, deux porteurs est un 12, comme tu le dis, Tanguy, il y a un problème. Deux porteurs n'est pas un 12. Enfin. Ce serait comme si là Barassi se blesse, tu mets deux porteurs en 12 et Moefana en 13. si Galtier fait ça, imaginons, alors je ne souhaite pas la blessure de Barassi, mais s'il fait ça, c'est vraiment ma boule complet quoi. Non, mais après pour le reste de la compo, Ramos en 15, bon, il est à l'aube de devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Bleus. Il est déjà le meilleur marqueur avec les transformations. On a vu chez France Rugby tout à l'heure le record des transformations. Mais ouais, c'est intéressant, Ramos. On va voir sur les ballons hauts notamment ce que ça va donner. Et puis pour le banc, Marchand, Baye, Colombe, Oradou, Guillard, Gégou, Le Garec, Gaëton. On continue sur ce banc 6-2 avec 3 options pour la deuxième et la troisième ligne. En dehors de ça, bon bah Colombe en remplaçant d'Antonio. Ouais, j'aurais bien aimé Slimani peut-être pour la forme face au Pays de Galles. Bon, on continue avec Colombe, mais j'imagine que c'est pour lui donner le rythme, comme ce qu'il avait fait. Enfin, comme on lui avait donné le rythme. Un peu forcé face au All Black avec 70 minutes de jeu, mais bon, voilà. Pour l'équipe de France, moi, la plus grosse interrogation que j'ai, c'est Galtier et le staff. C'est-à-dire que on a une équipe qui est exceptionnelle. Honnêtement, les talents, les joueurs en forme, enfin, sur le papier, c'est parfait. Sur le terrain, est-ce que ça a fonctionné? On va voir. On va voir. Et si on continue avec un jeu, alors si on continue sur le même rythme que sur la tournée d'automne, ça devrait être pas mal sur le jeu en soi, sur la tactique, sur la stratégie, sur voilà, le plan. Si ça continue à être moyen, je pense que tu pourras pas taper sur les joueurs, que les joueurs sont mauvais, etc. C'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas avec le staff. Mais là, les joueurs, bon, évidemment, sauf si énorme erreur, etc., débilité, nanana. Mais ouais, enfin, là, le Galtier et le staff, à mon sens, c'est la plus grosse inconnue de ce 6 Nations pour le 15 de France. Parce que cette équipe ne peut pas échouer avec un entraîneur un minimum décent. Donc là, ouais, ce Galtier et le staff vont être sous le feu des projecteurs et on verra si ça fonctionnera. Ensuite, pour le 15 de France, il y a une question à se poser quand même sur Antonio. C'est un joueur formidable, mais est-ce qu'il faut vraiment continuer à le faire jouer, quoi? Enfin, jusqu'où on va amener Antonio, en fait? Parce que si on l'amène jusqu'à la Coupe du Monde et qu'à la Coupe du Monde, il nous claque sous les doigts, si en fait c'est lui qui fait les 50-60 minutes de temps de jeu par match pour le pilier droit
jusqu'à la Coupe du Monde et qu'en fait, il se pète juste avant et que du coup, on se retrouve avec, je sais pas, imaginons c'est Colombe qui soit son remplaçant titulaire ou un autre joueur et qu'on se retrouve avec ce joueur-là qui a moins d'expérience, qui a moins de temps de jeu. Je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas opter pour une option plus jeune et mettre Antonio sur le banc ou titulaire de temps en temps? Ou est-ce qu'on continue avec Antonio et on le pousse jusqu'à l'Australie et il va jouer, il aurait quel âge? Il aura 38, 39 ans peut-être. Non mais ouais, il mérite bien sa retraite, Antonio. Et là, est-ce que le faire continuer à jouer? Il avait pris sa retraite internationale, tu le convaincs de revenir? Ouais, toujours ça même. Alors tout le monde a cette interrogation, mais est-ce qu'à droite on manque pas trop de ressources? Ou est-ce qu'on a tout simplement peur de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'Antonio en fait? C'est ouais. Je sais pas, c'est compliqué comme situation, parce qu'en même temps, Galtier est pressé par les titres, et en même temps, en fait, il doit faire la succession d'Antonio, mais il n'en a jamais vraiment l'occasion, hormis les tournées d'été, mais en fait, comme c'est pas la pleine équipe de France, ben, les sélections des piliers droits et quasiment tous les joueurs, ça n'a pas vraiment de valeur, parce que c'est pas le 15 de France pleine puissance. Donc, ouais. Il y aurait aussi une question sur la touche, évidemment. Parce que Boudon et Kroos sautent en touche, mais la hauteur est pas. Enfin, c'est pas flamand, quoi. Et Roumat, en touche, alors, c'est pas je dis pas que c'est un joueur qui connaît pas du tout les lancements de jeu, enfin, les lancements en touche du 15 de France, mais c'est un joueur qui a moins d'expérience qu'un Flamand ou qu'un Olivon, par exemple. Donc, il y aurait quelque chose à observer aussi sur la touche du 15 de France, voir qui va sauter en. Principalement, alors ça devrait être Roumat, parce que tu fais pas sauter les 150 barres de Meafou. Mais ouais, on verra comment ils vont utiliser surtout les troisièmes lignes. Est-ce qu'ils vont les utiliser en leurre? Est-ce que Kroos, Boudouan vont vraiment se mettre en leurre? Ou est-ce qu'on va privilégier les touches à 4 ou 5 et faire sauter Roumat à chaque fois pour minimiser les risques? On verra ce que ça donnera. Mais ouais. En gros, ouais, Roumat, la seule interrogation, je pense que dans le jeu face aux Gallois, il va pas être nul, hein. C'est vraiment en touche où ça va être intéressant à observer une semaine avant l'Angleterre, dans la mesure où Flamand n'est pas certain de revenir face à l'Angleterre. Il a une petite gêne musculaire qui l'éloigne des terrains 2 à 3 semaines. Donc si c'est 2 semaines, c'est bon. Si c'est 3 semaines, c'est pas bon. Donc on verra comment se déroule ce secteur de jeu sur ce match face aux Gallois. En plus, c'est un test parfait parce qu'ils sont pas exceptionnels non plus. Mais voilà, ouais. Ouais. Ensuite, Kroos, Aldrit, Boudou en troisième ligne, j'ai pas grand chose à dire. On va encore avoir le débat de la Dupont dépendance. C'est-à-dire qu'on va voir sur ce 6 nations si on peut se permettre de faire sortir Dupont. Qu'est-ce qui se passe si on joue avec Dupont et sans Dupont? Moi, c'est la principale question que je vais regarder sur ce 6 nations par rapport à lui. Ce sera pas vraiment son niveau de jeu, parce que bon, il va être bon, quoi. Sauf. Merci Storm Knight pour le follow, merci beaucoup et bienvenue. Dupont, bah, il est génial avec Toulouse, il n'y a pas vraiment d'interrogation sur son niveau de jeu. Moi, c'est vraiment sur la Dupont dépendance où j'ai envie de voir ce que ça va donner sans lui. Si on va oser faire sortir le Garec à la place d'Antoine Dupont. Si on va faire rentrer le Garec à la place d'Antoine Dupont. Et si l'équipe de France aura aucun problème à jouer sans lui. Parce qu'encore une fois, alors j'ai pas envie que ça arrive, mais si ça nous arrive, ça va être chiant. Qu'est-ce qui se passe si Antoine Dupont se blesse avant un grand match et qu'il est forfait? Si ça arrive, est-ce que ce sera la merde, ou est-ce que, bon, on gérera, le Garec est bon, etc. On verra comment ça va se dérouler. On l'a vu l'année dernière sans lui. Ouais, non, mais c'est. Comment on fait? Tu peux faire entrer NLG en 9 et décaler Dupont en 10. Non, mais enfin, c'est pas. On peut faire ça, mais. Ouais, enfin, là, c'est dans l'hypothèse où tu considères évidemment que Dupont est ton deuxième 10 à la place de Thomas Ramos. Je sais pas comment on s'organise dans ce cas-là, mais en fait, j'ai juste envie de voir comment on s'organise sur la gestion d'Antoine Dupont sur ce 6 nations. Est-ce qu'on s'autorise à le faire sortir, ou est-ce que en fait on est obligé de le garder sur le terrain 5 fois 80 minutes, quoi? Parce que si tu gagnes facilement contre le Pays de Galles, si à la je sais pas, si à la 45e ou 50e, bah, il y a 38 à 10, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le laisser sur le terrain? Alors c'est génial, il va marquer des essais, etc. Mais t'augmentes infiniment les risques de blessure, quoi. Contre le Pays de Galles, il doit sortir la 55e. Non, mais je suis plutôt d'accord, mais il a besoin de rythme. Mais ça fait un mois, il joue. Enfin, il sort de 2 matchs de Champions Cup. Là, il a eu son. Dupont. Alors moi, je pense que très honnêtement, Dupont est pas un joueur qui a besoin de rythme. Franchement, il se retrouve tellement facilement sur un terrain, il perd jamais vraiment ses repères. Est-ce qu'il a vraiment besoin de rythme, Antoine Dupont? Enfin, on pourrait l'isoler 6 mois dans une grotte. Je pense qu'il en sort, il fait quand même un match exceptionnel, quoi. Si tu l'as dans ton fantasy rugby, tu veux le maximum d'essais de Dupont. Oui, non, mais ça, c'est autre chose, le fantasy, mais
On verra en fonction des compos, etc. Mais ouais, enfin, il le dit lui-même après le match en Afrique du Sud qu'il manquait de rythme. Oui, non, mais enfin, tu manques de rythme. Là, pendant le 6 Nations, il va en avoir. Avant, face au Pays de Galles, est-ce qu'il a vraiment besoin de rythme pour affronter des Gallois qui ont 50-12 de moins que lui, quoi. Ouais, le Gareco aussi a besoin de confiance parce que c'est lui qui va rentrer sur les 15 dernières minutes, quoi. Enfin bref, moi, ouais, tu le dis bien, Michael, je pense que c'est la période parfaite pour essayer de. Alors, pas tous les matchs, hein. Angleterre, Irlande, Écosse, à la limite, tu vas être obligé de le faire jouer 80 minutes parce que ça va être des matchs énormes. Mais sur les autres matchs où potentiellement tu vas gagner un peu tôt dans le match, pareil, observation sur Moefana. Il y aura une interrogation sur lui. En fait, juste sur son rôle de numéro 12, il va être intéressant à observer Moefana parce que je trouve qu'il est extrêmement silencieux. Alors, il est toujours très silencieux, Moefana, que ce soit dans les médias ou sur un terrain. Mais en défense, il va avoir quand même de sacrés duels en 12. Parce que contre l'Angleterre, bon, j'imagine qu'il va se prendre majoritairement Oli Lawrence. Face à l'Irlande, il va se prendre Bundy Aki. Contre l'Écosse, ça devrait aller. Contre le Pays de Galles, je sais même pas qui mettent en 12, tellement c'est le bazar. Et contre l'Italie, il va se prendre Menoncello ou Brex, en fonction de comment il s'organise, Menoncello probablement. Donc, moi, Moefana, ce sera mon joueur à regarder sur ce 6 Nations du côté français. D'ailleurs, j'en ai pas fait un du côté anglais, mais joueur à suivre du côté anglais, ce sera Marcus Smith, du coup. C'est pas très original, mais Marcus Smith, voilà. Du coup, Moefana en 12, surtout de le voir. Alors en défense, on en a parlé. En attaque aussi, ça va être intéressant. Parce que c'est. En fait, j'ai eu l'impression qu'avec. Sur la dernière tournée d'automne, il a essayé de se focaliser vraiment sur l'aspect défensif, quitte à le voir moins souvent sur l'aspect offensif. Donc, d'abord, on va voir s'il est bon sur le plan défensif, voir si c'est vraiment le régulateur, le remplaçant de Ficou, s'il arrive à mener une défense à bien, voilà. Voir si le centre du terrain va se faire percer. Et ensuite, sur l'aspect offensif, est-ce qu'il sera beaucoup plus à l'aise que sur la tournée d'automne? Quid de la gestion de Jelonche, c'est-à-dire la gestion, est-ce qu'il va jouer? Moi, je pense que Jelon, c'est sur le banc, là, dans l'état des choses. Cross est trop précieux. Aldrit a un rôle que Jelon n'a pas. Et Boudehand, pareil, la forme est beaucoup trop bonne pour privilégier Jelon à Cross ou Boudehand. Donc, moi, je reste sur Cross, Aldrit et Boudehand. Et par contre, la question se pose sur le banc, est-ce qu'on met Jelon ou est-ce qu'on met Jégou? Mais voilà, après, bon, Ramos, la question des ballons hauts, des escortes, on les a posées tout à l'heure. Louis Bielbiarré, Louis Bielbiarré, quoi. Barassi, bon, il y aura des questions sur Barassi, évidemment, mais face aux Gallois, est-ce qu'on peut vraiment y répondre? On verra je pense vraiment face à l'Angleterre s'il est titulaire, mais ouais, on verra. Et à Tissot-Bey, bon, Tissot-Bey. Est-ce que vous avez d'autres débats à dire sur cette équipe de France? Est-ce qu'il y a des trucs un sujet que vous voulez lancer, vous voulez qu'on en discute? Est-ce que il y a quelque chose dont vous voulez parler? Alors Guillard qui était blessé, mais là il est sur le banc. Je trouve que Guillard, ouais, c'est un très bon joueur. Attention, Aldrit aussi, ça va être quelque chose, ouais. Ah, l'absence de Flamand, ouais, mais Flamand, c'est la face au Pays de Galles, donc techniquement je m'en fous. On en reparlera par contre si Flamand est absent face à l'Angleterre, parce que là ça posera beaucoup plus de problèmes. Ah, c'est pas rien, mais face aux Gallois c'est pas grave non plus, quoi. Quel plan de jeu, des possessions où on joue? Faudrait réussir à faire un mix des deux en étant intelligent pour pas se cramer, mais ouais, ça va être. On va regarder, de toute façon, on va regarder la possession, on va voir si, pareil, les coups de pied, est-ce que on continue à taper quand on est ouais, à partir de nos 22 enfin, dans notre camp, est-ce qu'on continue à taper ou est-ce qu'on s'autorise à partir de nos 40 à relancer? Ouais, on verra comment ça se passe. Oui, non, mais le débat, c'est le staff, de toute façon. Et puis même s'il y a des trucs qu'on n'aborde pas sur ce stream, on y reviendra quand même sur le reste du tournoi, quoi. Non, après, ouais, la compo est solide, Papazolo, évidemment, mais ouais, on verra ce que ça donnera vendredi soir. Dans un premier temps, moi je pense que le vrai premier test ce sera face à l'Angleterre. Mais ouais. Priso, faut m'expliquer. Je ne saurais pas t'expliquer Priso parce que c'est un très très bon pilier gauche. Donc ouais, si vous avez autre chose, on peut passer à. Ouais, on va passer à autre chose, je pense. L'Irlande, on peut se poser beaucoup de questions. Moi je me pose beaucoup de questions sur le style Easterby. Alors en fait, comme Farrell est parti avec. En gros, il est parti avec les Lions. Il n'est pas, il est pas en charge de l'Irlande sur le 6 Nations. Et du coup, c'est son suppléant, Simon Easterby, qui prend la suite. Donc, en fait, pour l'Irlande, j'ai l'impression qu'il y a un combiné de facteurs défavorables. C'est-à-dire que. Pardon, ouais, j'affiche leur groupe. En fait, il y a un truc de facteurs défavorables où, en fait, le groupe est bon. Sur le papier, c'est bien. Mais sur le terrain. J'ai l'impression que rugbystiquement, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas énormément de variations. Il y a beaucoup d'exploitation de failles, mais il n'y a pas comment dire? Il n'y a pas de grande variation dans le jeu irlandais. C'est pour ça que Prendergast est autant estimé en fait, parce que
par rapport à Crowley qui a heureusement fait un très très bon job sur la destination, mais qui a été un peu moins bon, notamment sur la dernière tournée d'automne. On va voir si le système de jeu irlandais se perfectionne avec visiblement la titularisation de Sam Prendergast en 10, ou est-ce que ça continue à être moyen plus. Alors moyen plus, face à n'importe quelle autre nation que l'Angleterre et la France, techniquement ça fait le job. Est-ce que contre l'Angleterre et la France, cette animation offensive moyen plus va faire craquer les équipes? Moi, je pense que rugbystiquement, l'Angleterre, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que rugbystiquement, l'Irlande est plus aussi dominatrice et casseuse de gueule qu'avant. Je trouve qu'il y a de plus en plus de failles avec une bonne défense, avec surtout une excellente athléticité. Alors, c'est pas français, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec de l'endurance, tu peux tenir l'Irlande. Mais par contre, il faut être capable de jouer 40-45 minutes de temps de jeu effectif sur un match pour réussir à leur casser leur système. Mais voilà, en défense, c'est toujours aussi bon. Dans les rucks, c'est toujours aussi bon. C'est vraiment dans l'animation offensive où tu peux leur clouer le bec. Moi, je dirais pas qu'elle est vieillissante, cette équipe, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est pas vraiment, elle n'a pas vraiment renouvelé son système. Il y a des petites innovations de droite à gauche, mais sur le système offensif global, il y a des trous. Enfin, c'est pas qu'il y a des trous, mais il y a des passages à vide, des passages d'air. Il n'y a plus autant de génie pour exploiter les failles, je trouve, qu'auparavant. Et je trouve que les équipes s'adaptent de plus en plus à ce système offensif qui est extrêmement répétitif et qui, au final, repose uniquement sur une bonne coordination et une bonne communication pour mieux se répartir sur la ligne défensive. Donc, ouais, l'Irlande est... Et moi, je dirais que l'Irlande est moins bonne quand même que lors d'une dernière Six Nations et même sur la tournée d'été face à la Nouvelle-Zélande, à l'Afrique du Sud, pardon. Et voilà, aussi au niveau du groupe, c'est bien quand même. Enfin, c'est pas nul l'Irlande, mais voilà quoi. Furlong d'ailleurs est blessé pour le premier match. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me tracasse. Et là, l'Irlande, je pense que s'ils gagnent, c'est pas un grand chelem. Et ouais, on sera fixé samedi, tu me diras, Buzu, exactement. Mais ouais, bon après, Kyle Dory, c'est exceptionnel. Il y a des jeux, enfin, tout le monde est exceptionnel dans l'équipe, mais je trouve que dans l'aspect collectif offensif, pas défensif, attention, il manque peut-être 10 ou 15% d'entente, ouais, de communication, de génie pour tout faire, quoi. Prendergast, j'en pense quoi? Je pense que c'est un très très bon joueur, mais il est peut-être encore un peu jeune. Est-ce qu'il faut l'installer directement? Non, mais Noébé, quand je dis pas de Penaud, c'est... ah, si tu préfères, oui. C'est juste parce qu'il est blessé sur ce match, mais il va être là contre l'Irlande, quoi. Donc techniquement, si Penaud est pas là, ouais, avantage France quand même. Si Penaud est là, avantage France, quoi. Non, mais l'Irlande, c'est... Comment dire? L'eau, déjà, je le trouve extrêmement vieillissant. Il lui reste son coup de pied, mais sur la vitesse, c'est plus du tout fou, quoi. Il court plus. C'est la grande question, en fait. C'est quel joueur va falloir remplacer? Parce que je pense que sur ce tournoi, on va quand même voir quels sont les joueurs qui sont plus autant... qui ont plus autant de rendement qu'avant, quoi. Donc, ouais, Nash, super intéressant. Calvin Nash, évidemment. Mais est-ce que Easterby va lui faire confiance? Ouais. Bah après, évidemment, je pense que les joueurs vont sublimer. On est sur une année des Lions, etc. Ah, mais je suis totalement d'accord. Il faut laisser du temps à Prendergast. Mais je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas aller sur Crowley plutôt que Prendergast? C'est la question. Devant, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Sur leur groupe, il y a des joueurs super intéressants. Bird, notamment, j'aimerais bien le voir plus souvent titulaire. Bird, il a cette polyvalence deuxième, troisième ligne, même si en fait il reste en troisième ligne avec l'Irlande. Izuchuku, ouais, je sais pas s'il serait sur une feuille de match, honnêtement, sur des matchs contre l'Angleterre ou la France. Mais ouais, après, bon, Furlong, on en a parlé, il est blessé. Mais ouais. Bah, il a fait un match apparemment exceptionnel, que Dan Sheehan, la semaine dernière. Alors, Dan Sheehan est revenu 6 mois après une opération des ligaments croisés. Il a fait encore mieux que Anthony Jolon, ce qui est exceptionnel. Et il a fait un match, il était capitaine Dan Sheehan la semaine dernière. Ils ont joué contre les Bulls, si je dis pas de bêtises. Et c'était exceptionnel. Tu préfères le pack irlandais ou français? Irlandais, non, par contre. C'était les Stormers, pardon, pas les Bulls. Merci, merci Maël. Mais ouais, franchement, j'espère pas. Par contre, si Sheehan se pète, c'est super chiant pour l'Irlande, quoi. Parce que Keller est bon, mais en fait, c'est la doublette Keller, j'allais dire Keenan. C'est la doublette Dan Sheehan et Keller qui est géniale. Donc bon, s'ils l'ont plus, bah tu mets, comment il s'appelle? Tu mets Rob et Ring, forcément, c'est pas le même calibre, quoi. Donc bon, ouais,
On verra ça. Après, sur le paquet d'avant, bon, vous les connaissez, les McCarthy. O'Mahony, on va voir quand même s'il est titulaire, mais voilà. Pour l'Irlande, en gros, l'interrogation, ce sera de savoir si offensivement et globalement, collectivement, on revient sur de la perfection ou si voilà, comme je l'ai dit sur la question du début, on laisse place à la concurrence et on laisse aussi place à la domination. Donc, ouais. L'Italie désormais, messieurs. L'Italie. L'Italie, c'est compliqué parce qu'ils ont fait un tournoi destination génial l'année dernière. Franchement, génial. Très bon tournoi par rapport au passé. Mais alors, la tournée d'été était pas bonne et la tournée d'automne était encore moins bonne. Donc, merci Cléo pour le premier message dans le chat. Tu sens l'Irlande flotte? Oui, bah. On est en train de le préparer. Mais du coup, ouais, l'Italie. Moi, par contre, j'ai l'impression que Quesada va remotiver ses joueurs pour le Six Nations. Fierté. Enfin, l'Italie, ça marche un peu sur ces choses-là. C'est une équipe latine. Tu les fais fonctionner à la fierté. Tu les fais fonctionner à ça. Ça va. Dans les têtes, ça peut faire quelque chose de grand. Et je pense qu'on aurait quand même une meilleure Italie que sur la dernière tour d'automne parce que c'était assez pathétique quand même, l'Italie. C'est pas pathétique, mais c'était vraiment moyen comparé aux espoirs qu'ils avaient suscités avec leur performance sur la destination. Mais là, ouais. Comment ouais, est-ce qu'ils vont réagir? Ils ont un groupe intéressant, évidemment. Je vous montre le groupe, il est là. Ils ont un petit groupe d'ailleurs, hein, c'est pas extrêmement fast comme groupe, mais c'est super intéressant. Donc ouais, ça va être de voir comment ils vont s'adapter, parce que comme ils ont un système enfin, comme ils ont un niveau de jeu qui les force à être ultra défensif, on va forcément avoir les Lamaro, les Canonné, les Rozza, les Negri qui vont être ultra empruntés offensivement sur les plaquages. Lamaro, il avait été meilleur plaqueur de la saison dernière, je crois. Donc défensivement, on va voir comment l'Italie s'en sort déjà face aux grandes nations, Irlande, France, Angleterre, etc. Surtout qu'ils commencent face à l'Écosse. Mais sur le premier match face à l'Écosse, je pense qu'ils peuvent tenter quelque chose. Franchement, il y a quelque chose à aller chercher en Écosse. Tu le dis très bien, Fel, j'allais y venir. Il leur manque quand même un œuf de classe mondiale. Peut-être que ça va être Alessandro Garbisi, il est encore jeune, mais s'il arrive à prendre la place de Pagerello et Varney, s'il a un bon développement, Garbisi, je pense que ça peut être le grand neuf de l'Italie, à voir comment ça va être au niveau hiérarchie des neufs. Visiblement, on se dirige quand même vers un Varney 1 ou Pagerello 1, et du coup, ils échangent entre 1 et 2. Et moi, Garbisi en Italie, j'ai toujours été convaincu. Il fait des matchs de merde, mais mais moi, je mettrais pas Varney en 1, Fel, hein, mais c'est ce vers quoi on se dirige. Hein, avec, je sais pas pourquoi ils ont une confiance aveugle en Varney. Moi, j'irais plutôt sur Garbisi 1 et Pagerello 2, ou alors inversement, et Varney en 3. Mais là, ouais, c'est. Après, alors, je le redis, moi, Garbisi, j'ai toujours bien aimé, hein, franchement, en 10. Il a fait des matchs de merde parfois, mais. Attendez, je rentre. Mais ouais, moi j'ai toujours été convaincu par Garbisi. Je pense que c'est le grand 10, comme on dit, de l'Italie. Mais bon, voilà, encore une fois, il va falloir prouver. Donc, ouais. Lainaf est blessé, ouais, je crois, Noébé. Il est blessé. Donc là, visiblement, on va se diriger sur Monty Ioane et Matt Gallagher aux ailes. Visiblement, j'aurais adoré voir Simone Ghesi, mais apparemment, on préfère la puissance de Ioane et la dextérité de Gallagher. Et du coup, ouais, là, visiblement, la ligne arrière, ce serait. Alors, ma ligne arrière de l'Italie, ce serait Garbisi et Garbisi, les frères. En 12, Menoncello en 13 breaks. Aux ailes, Ghesi et Ioane. Et en 15, Ange Capuzzo. Mais ouais. Varney, ça fait 3 ans qu'il fait les mêmes erreurs sur les sorties de camp. 3 ans qu'il n'a pas progressé. Je suis d'accord, Philibert. Je suis d'accord. Alan ou Garbisi titu. Perso, Alan plus fiable. C'est vrai que sur l'expérience, Alan apporte quand même quelque chose de super intéressant par rapport à Garbisi. Donc, franchement, d'avoir Alan ou Garbisi sur le titulaire et l'autre sur le banc, c'est super intéressant comme plan. À voir ce que va opter Quesada. Mais ouais, enfin, les arrières italiens sont super intéressants, je trouve. Mais ouais, ce groupe, c'est bien derrière les Anglais et les Écossais. Ouais, mais alors, est-ce que collectivement, ils peuvent leur passer devant? Moi, je pense honnêtement qu'ils peuvent surprendre les Écossais. D'ailleurs, moi, je vais faire des pronostics un peu fous par rapport aux autres. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir le classement Irlande, France, Angleterre, Écosse, Italie, Pays de Galles. Donc, voilà. Je vous le dis, moi, je vais le faire à ma sauce. Je le fais pas pour être différent, mais je le fais juste pour, voilà, pour essayer d'avoir un tant soit peu de scénarios que je me fais dans ma tête et que je me dis, bon, écoutez.
voilà, autant tenter quelque chose d'audacieux et puis voilà. Un peu plus fou, ouais. Mais du coup, voilà, pour l'Italie, est-ce que ça va fonctionner? Surtout face, je pense que les 2 matchs charnières, ce sera quand même l'Écosse et le Pays de Galles. Bon, évidemment, 2 + 2 = 4. C'est les matchs à leur portée, mais j'ai l'impression que contre la France, Quesada peut aussi les faire chier. Dans le sens où bah, Quesada nous connaît par cœur, quoi. Ah, mais c'est un bon tournoi, Noébé, s'ils finissent 4e. C'est vraiment un très bon tournoi et c'est la position où je les vois finir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, je suis en train de juste rechercher mes scénarios de tout à l'heure. 5e, ils battent le Pays de Galles à Rome. Bah, je pense que ce sera ça, ouais. L'Écosse en 5. Ouais, non, mais. Moi, Noébé, je te dis, j'ai arrêté de croire en l'Écosse. J'ai arrêté de croire en l'Écosse. Je n'y crois plus. Je laisse les armes à ceux qui veulent y croire, mais là, je n'y crois plus. Pour l'Italie, du coup, les joueurs à surveiller. D'ailleurs, j'ai oublié le joueur à surveiller pour l'Irlande. Ce sera, bah, du coup, Prendergast, logiquement. Et du coup, attends. Écosse, le joueur à suivre, ce sera. Je pense qu'on va se diriger sur. Oh, j'ai oublié son nom. Hugh Jones, pardon, pour voir en réaction comment il fonctionne sans Tuipulotu. Donc, Marcus Smith pour l'Angleterre, Hugh Jones pour l'Écosse, Moefana pour la France, pour l'Irlande, Prendergast, pour l'Italie, ce sera Lorenzo Canone. Voilà. Lorenzo Canone, le numéro 8, que j'adore, mais il doit absolument être exceptionnel, notamment en attaque, et être intombable. Donc voilà le joueur à surveiller côté italien, et évidemment, on reviendra sur l'Italie quand on fera les pronostics. Pour le Pays de Galles, alors pourquoi Moefana? Parce que alors je l'ai expliqué tout à l'heure, tu pourras regarder la rediff si jamais dodo. Mais Moefana, en gros, défensivement, j'ai envie de voir s'il arrive à remplacer Ficou avec efficacité. Et offensivement, j'ai envie de voir s'il arrive à sortir de l'ombre où il avait été un peu mis durant la dernière tournée d'automne. Donc j'ai envie de voir si Moefana est plus libre en attaque et s'il est meilleur en défense. Voilà, c'est dans les grandes lignes, c'est pour ça. Mais oui, non, enfin, vous pourrez le revoir si jamais Gilou, mais ouais. Pour le Pays de Galles, que dire, c'est catastrophique le Pays de Galles, 1 an sans gagner. Alors c'est génial, ils ont gagné contre les Queensland Reds en match amical. Mais alors je crois que j'avais vu une stat, ils sont à 23 sélections de moyenne sur ce 6 nations. Quand on regarde le groupe, franchement, alors sur ce truc on le voit pas, mais sur le groupe sur le site de la Fédé, c'est 0, 0, 0, ou alors 1, 1, 2, 3, 4, 5 sélections. C'est la première, c'est vraiment la seule équipe où je ne connais pas la moitié de l'effectif. En fait, ils sont tous tellement jeunes. En fait, j'en ai vu jouer certains en U20, etc. Mais les franchises galloises sont nulles. Nulles, il n'y en a aucune en Champions Cup. En Challenge Cup, tu sais pas ce qu'ils font. En URC, ils se font marcher dessus. Alors, ils gagnent de temps en temps, ci et là. Mais voilà, c'est mauvais. Globalement, le Pays de Galles, je le dis honnêtement, le Pays de Galles peut à lui seul relancer le débat de la montée et de la descente dans le 6 Nations. Voilà. Si ils font vraiment 0 points sur ce 6 Nations, ça va être catastrophique. Franchement, ça va être catastrophique. Et pourtant, il y a des joueurs intéressants. Elliott dit, bon, Faletao, il en a. Jenkins, il est intéressant. Morgan, le capitaine Morgan. Riffel avec Leicester, c'est génial. Après, Chunza, super espoir, joueur intéressant à Exeter, bon, même si Exeter est nul. Mais voilà. Derrière, on a. Putain, il a pas pris d'ailleurs Clay Wakelin. Ou alors Liewelin, je sais pas comment on le prononce en gallois. Et l'arrière qui avait été super bon l'année dernière, j'ai oublié son nom, qui avait fait tout le tournoi, qui avait été un des meilleurs gallois, si vous l'avez dans le chat. Ah putain, comment il s'appelle cet arrière? Navidia a pris sa retraite pour blessure anticipée. Cameron Winnett. Winnett n'a pas été pris. Liewelin n'a pas été pris alors que c'est peut-être le meilleur gallois du moment. Bon, Tompkins c'est intéressant, Thomas c'est intéressant, mais c'est pas. Voilà. Watkin pas mal. Williams, ok, Rodri Williams, je ne sais même pas ce qu'il fait dans ce groupe, il n'a pas la carrure pour être un neuf international. Voilà quoi, c'est. Je sais pas. Ce groupe gallois est vraiment me scotche parce qu'il est mauvais quoi. Il est vraiment mauvais. Et honnêtement, je pense qu'ils en prennent 50 ou 60 contre la France si la France est bonne. Mais il y a le potentiel pour leur coller 50. Je le dis facilement. Oui. Ils vont clean le Stade de France vendredi. Non, impossible. Ah non, mais Cléo, faut arrêter la drogue là. Mais Costello, je crois qu'il est blessé, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise. Mais ouais. Plumtree, c'est une bonne question. Je crois que c'est pour blessure, monsieur TB. Mais Plumtree aussi, c'est un joueur intéressant. Ils l'ont fait venir de Nouvelle-Zélande pour le naturaliser. Bon, c'est un bon joueur, c'est un bon troisième ligne. Mais ouais, voilà quoi.
Imagine, il gagne en France. Dodo. Et il y a plus de chances, et je le dis honnêtement, il y a plus de chances pour que Vannes gagne le top 14 que le Pays de Galles gagne vendredi soir. 20 subs, et écoute, je te retiens Dodo 787, j'aurai la rediff du live. Et c'est impossible, c'est impossible. Attention quand même, attention à quoi? Le seul scénario où il gagne, c'est si vendredi à 1h du match, notre 15 titulaire tombe malade et qu'on se retrouve à jouer avec, comment dire, avec les 8 remplaçants, plus les 4 réservistes, plus 2 joueurs du staff qu'on fait sortir Arletas et Galtier de la retraite, et on fait jouer des spectateurs sur le banc. Voilà, c'est le seul scénario où le Pays de Galles peut peut-être gagner, mais franchement, non, il n'y a aucune chance que le Pays de Galles gagne. Il n'y a aucune chance que le Pays de Galles gagne vendredi. La question est, gagne-t-il à coup sur le 6 Nations B? Je ne pense pas, la Géorgie peut les taper facilement. Franchement, ils vont jouer en Géorgie, ils se font concasser la gueule, je pense. Alors peut-être qu'avec l'arrivée, alors il y a eu quelques changements. Alors on parle dans la question d'introduction, j'ai dit, est-ce que le licenciement de Warren Gatland est inévitable? Bon, il a fait venir Adam Jones. Je pense qu'on se dirige quand même vers un licenciement de Warren Gatland. Il retourne en Nouvelle-Zélande et Adam Jones prend les rênes du Pays de Galles. Mais tu pourrais ramener Captain America. Je pense qu'avec la merde dans laquelle s'est foutu le Pays de Galles, c'est impossible qu'il se sorte de cette situation avant 4 ou 5 ans minimum. Pardon, j'allais dire maximum. Non, c'est minimum. C'est moins bon que l'Italie d'il y a 10 ou 15 ans. Non, c'est à peu près au même niveau que l'Italie d'il y a 10 ou 15 ans, hormis qu'ils finissent pas en larmes à la fin de leur hymne, quoi. Ah mais c'est minimum, Tilk. Je pense même qu'ils... Enfin, heureusement qu'ils sortent des poules en 2023. Parce que sinon, s'ils avaient dû passer par la qualification, eh ben, ça aurait été compliqué. D'ailleurs, ils avaient perdu contre qui? Ils avaient perdu contre l'Argentine, d'ailleurs. Je trouve dur. Noébé, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je me suis plongé dans les comptes gallois. J'ai lu des articles pendant des heures. Je pense très honnêtement que je suis gentil avec le Pays de Galles, tellement c'est nul. C'est nul. Quand tu vois la situation, je pense qu'il y a des joueurs en national qui sont mieux payés que les titulaires d'équipe des Ospreys, des Scarlets, etc. Franchement, quand tu regardes la situation globale du rugby gallois, c'est catastrophique. Ah, bah, à l'époque, on avait peur de les jouer, oui, c'était intéressant, mais là... Enfin, c'est catastrophique. Bon, si vous le voulez, je vous laisse quelques secondes pour faire votre classement final dans le chat. Et on va faire les pronostics. Je vais vous dire ma méthode de pensée et je vais vous dire comment je vais fonctionner. Alors, attendez. Faites votre classement et je vous montre le mien. Bah, c'est Ben Thomas en 10, je crois, la première option. Après, je t'avoue que je me souviens plus. On m'avait dit des noms, mais je t'avoue que par Ben Thomas, je sais pas. Voici mes pronostics sur le 6 Nations 2025. D'abord, France-Écosse. France, 5 puntos. Voilà, on va être assez clair. 5 puntos, 0 puntos pour le Pays de Galles. Ensuite, pour les victoires, Écosse-Italie, je vais sur 4 Italie, 0 ou 1. Je vais vous expliquer pourquoi je fais les doubles choix. Écosse-Italie, voilà. Écosse-Italie. Je mise sur la surprise italienne en Écosse. Voilà. Irlande-Angleterre, 0 ou 1. Et l'Angleterre qui va gagner en Irlande parce que l'Angleterre est le meilleur pays du monde. Voilà, vous me prenez pour un fou, c'est normal. T'as pas fait le groupe des Anglais? Si, je l'ai fait le groupe des Anglais. On l'a fait au début, voilà. T'arrêtes là. Italie-Pays de Galles, 5 puntos pour l'Italie parce que les Gallois sont des tanches. 0. Pam. Angleterre-France, roulement de tambour, les victoires de la France. 4 ou 5 points. Attention parce que sur le système offensif, ça peut être différent. Écosse-Irlande, pam. Défaite irlandaise. Défaite écossaise, pardon. 4 ou 5 points pour l'Irlande. Je pense que ce sera 5 points, mais voilà. Pays de Galles-Irlande. Bon, là, vous n'avez pas vraiment de suspense. Hein. Je vais pas faire le fou. 5 points pour l'Irlande. Angleterre-Écosse. Et victoire de l'Angleterre. Et ensuite, l'Écosse. 0 ou 1 point. Mais vous allez voir pourquoi je fais ces doubles fourchettes. Là, Italie-France, j'ai besoin de vous parce que je ne sais pas quoi... En fait... J'ai envie de mettre 0 ou 1 point à l'Italie pour genre un bonus offensif. Moi, je vais sur 4 ou 5 points France. Mais je vais vous expliquer mon schéma, ouais, vous inquiétez pas. Irlande-France, 4 ou 5 points pour l'Irlande, parce qu'en Irlande, échec pour Galtier
sur le plan tactique. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas, cette Irlande-France. Et je pense que la France va perdre. 0 point. Même pas de bonus, je pense qu'on perd vraiment. Voilà. Même pas de bonus. Salut Lucas, bienvenue, merci pour ton premier message. Écosse-Pays de Galles. 5 points pour l'Écosse. Angleterre-Italie. Je suis genre... Alors, voilà. En fait, sur lui-là, j'ai presque envie de mettre 4 ou 5 points parce que... En fait, sur les Anglais, je pense qu'ils peuvent prendre par-dessus la hanche ce match, tu vois. Franchement, ils peuvent prendre par-dessus la manche, par-dessus la jambe ce match, et voilà. Ensuite, Italie-Irlande. Là, par contre, 0 puntos, parce que je pense que le système de jeu irlandais... est le plus parfait pour faire dérailler les efforts italiens. Pays de Galles-Angleterre. Allez, on accorde peut-être un petit point à ces fiers Gallois face à l'Angleterre, parce qu'on sait jamais. On se dit que, allez, à la limite, s'il faut prendre un point, c'est contre les Anglais. Et eux, les Anglais, vont prendre 4 ou 5 points. France-Écosse, là, je vais être catégorique. 5 points pour la France, 0 pour l'Écosse. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment l'expliquer? Non, parce que de toute façon, on s'en fout. Ensuite, on va faire le total de points, parce que le total de points, il est important. France, Irlande, Écosse, Angleterre, c'est pas dans l'ordre, hein, attention. Italie, même si ça a l'air. Pays de Galles. Alors, je sais pas pourquoi sur Doc ça me saoule quand ils foutent ces putains de propositions d'emoji, là on s'en fout. Alors, 5 plus 4 slash 5 plus... Attends, on dirait qu'on fait des équations. Merde, 4 cinquièmes, non. 4 ou 5. Ensuite, contre c'est 4 ou 5 plus 0 en Irlande plus 5. Ça fait, vous allez voir les ranges du coup après. Ah, vu il faut sortir la calculatrice. Ça fait 5 plus 5, 10. Ça fait 18 ou 20. Enfin, 18 à 20. De 18 à 20, le potentiel de points de la France sur ce tournoi destination, selon moi. Ensuite, l'Irlande. L'Irlande, c'est 0 ou 1. Plus 4 slash 5. Plus... Merde, je me suis perdu. 4 ou 5 plus 5 plus 4 ou 5 contre la France. Ah, chaque fois j'oublie. 5 plus 5 contre l'Italie. C'est égal à... alors, 4, 9, 13, 5, 18 à 1, 6, 11. 11 et 5, 16. 16 et 5, 21. Donc 18 à 21 points. Ça, c'est les ranges de points de l'Irlande qui ont peut-être un point de plus que la France sur ce match. Pour l'Écosse, 0 ou 1. 0 ou 1 plus... Ouais, oh 0 ou 1 plus... C'est où l'Écosse? 0 slash 1 plus 0, 1 plus 5 plus... Le dernier, l'Écosse, c'est 0. Donc ça fait une range de points de 5 à, selon moi, hein, avec l'Italie, etc. Non mais je suis journaliste, hein, mes frères, je suis pas matheux. Ça fait 1, 2, 3, ça fait 8. 5 à 8 points pour l'Écosse, mais c'est vraiment dans le scénario où l'Italie gagne en Écosse, sinon ce sera... ouais, ce sera 4 points en plus, quoi. ce sera... Et voilà. Pour l'Angleterre, alors, l'Angleterre, c'est 4. Plus 0, 1. Plus 4, 5. Plus 4, 5. Plus 4 ou 5. Là, on a des maths. Là, on fait les pronostics et c'est terminé, mes frères. Javier. Comment ça va, Javier, d'ailleurs? Donc, ça fait 4, 8, 12, 16 points. De 16 à 5, 10, 15, 20. 16 à 20 points pour les Anglais. Mais là, vraiment, il faut qu'ils gagnent en Irlande, quoi. Ouais, non, mais c'est... Parce que je trouve que c'est la vraie manière, en fait. C'est vraiment la manière la plus... la plus vraie, en fait. Parce que faire des classements, en fait, ça prend... Je sais pas, mais là, je préfère faire ce genre de possibilités. Pour l'Italie, 4 plus... C'est où l'Italie? 5 plus 0, 1 plus 0, 1 plus 0. Et ça nous fait une range, une fourchette de 9 à 12 points. De 9 à 12 points pour les Italiens. Pour le Pays de Galles, eh ben c'est simple, c'est 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0 ou 1. Donc là, la range, c'est super compliqué à calculer.
c'est de 0 à 1 point. Voilà, c'est... Et du coup, le classement, on est sur 0 à 1 point. Voilà. Ensuite, l'Écosse, avec ses 9 à 12 points. Vient ensuite l'Italie. Ah non, l'Écosse, c'est de 5 à 8, pardon. Ah oui, pardon, vous voyez pas, j'étais con. Merci, mes frères, de me le dire. Italie, du coup, de 9 à 12 points. Et en troisième, ça va être l'Angleterre, avec cette range de 16 à 20 points. En deuxième, la France. Parce qu'en fait, ça va jouer à des histoires de bonus, ces trucs. Donc, voilà, c'est mon classement. À partir de ce truc-là, voilà. Ça, c'est mon classement vraiment à partir de fourchettes de points possibles selon mes trucs. Donc ça place l'Irlande en premier parce que techniquement, je les mets à 21 points. Mais mon vrai classement définitif, je pense que c'est ça. Mon vrai classement définitif, comme ça, vous êtes contents. Ça vous fait un truc à me reprocher si jamais je me trompe. Ça va être France, Irlande. Ah, mais si, vous voyez pas vraiment? Ah oui, mais encore. Attendez, voilà. Là, vous voyez. France, Irlande, Angleterre, Italie, Écosse, Pays de Galles. Voilà mon classement pour le 6 Nations 2025. Non, mais c'est pas que je vous croyais pas. C'est juste qu'en fait, comme en dessous, il n'y avait pas cette page créée, en fait, ça me bloquait à ça. Et du coup, j'avais pas vu l'Écosse à cause de la mise en forme sur OBS. Et du coup, ça m'a perturbé. Mais je suis désolé, le chat. Je suis désolé, je vous crois toujours. Mais oui, je vois la France devant. C'est juste que en termes de range de points possibles, en termes de fourchette, l'Irlande devance la France. Mais je pense que ça va jouer sur un point de bonus défensif parce qu'il n'y aura pas de grand chelem. Il n'y aura pas de grand chelem sur ce 6 Nations. Mais je pense que même si je vois l'Irlande potentiellement prendre un point de plus que la France, je vois quand même la France dominer. Genre, la France est à 19 points, l'Irlande sera à 18 et l'Angleterre sera à 17. Ce sera super serré sur les 3 premiers, je pense. Et derrière, l'Italie 9 à 12, Écosse 5 à 8, en comptant évidemment sur la défaite face à l'Italie à domicile. Et enfin, le Pays de Galles, qui mériterait de se faire reléguer en Rugby Europe Championship, tellement ils sont nuls. Voilà. En termes de range de points, France et Irlande peuvent faire 100%. T'es premier dans tous les cas avec GC. Oui, mais je dis qu'il n'y a pas de grand chelem, donc il n'y a pas 5 points en plus. Moi, je dis qu'il n'y a pas de grand chelem sur ce truc. Je dis, il n'y aura pas 5 points en plus parce que quelqu'un aura fait un grand chelem. Donc voilà. Ça, c'est mon classement sur les fourchettes de points estimées avec tout ce qu'on a fait en haut, avec voilà, les pronostics sur chaque match. Alors évidemment, je dis pas que je vais avoir raison, je dis pas que je suis Houdini, que je suis Nostradamus, que je prévois à l'avance. Évidemment, ça peut changer en fonction des blessures, en fonction de ce que les équipes produisent, en fonction des entraîneurs, etc. Mais dans mes tendances, ça, c'est mes prédictions pré-6 Nations. Forcément, on les mettra à jour avant chaque match en fonction de ce que les équipes produisent, en fonction des blessés, en fonction des compos, etc. Mais du coup, voilà. Ça, c'est mes deux classements. L'un, c'est avec les fourchettes de points. L'autre, c'est le classement adapté en fonction du scénario auquel je crois pour ce 6 Nations. Parce qu'en gros, je vois tout le monde perdre. Je vois l'Irlande perdre contre l'Angleterre, mais gagner contre la France. Je vois l'Angleterre gagner contre l'Irlande, mais perdre contre la France la semaine suivante. Et je vois la France gagner en Angleterre, mais perdre en Irlande. Voilà. Oui, les cartons rouges, etc. Tilk, évidemment. Mais voilà, ça c'est mon pronostic. Ouh là là, j'ai failli faire tomber un truc. Mais voilà, ça c'est mon pronostic du 6 Nations. Et voilà. Le gagnant de France-Irlande a quand même de fortes chances de faire le GC. Oui, mais si ils ont tous les deux gagné leur match face à l'Angleterre. Sinon, ce sera au point de bonus. Ça se jouera 1 ou 2 points. Si on gagne en Angleterre après que les Anglais aient battu l'Irlande, comme tu dis, quelle somme ce serait? Mais moi, je vois vraiment le scénario où l'Angleterre va gagner en Irlande, excès de confiance, ils reçoivent la France ensuite, ils s'effondrent. C'est pas qu'ils s'effondrent, mais ils perdent, quoi. Ils perdent de 5 ou 6 points, et voilà, c'est terminé. Et derrière, ils se remettent en question, ils vont gagner contre l'Écosse à domicile, ils reprennent un peu de haut l'Italie, qui va peut-être leur laisser un point. Et ensuite, victoire facile au Pays de Galles, quoi. Et nous, on perd en Irlande après la semaine de repos. Oui. Et je mets ça sur le dos uniquement de qui? De Fabien Galtier. Voilà. C'est le scénario où je me dis, en fait, face à l'Irlande, on va se faire défoncer sur le plan physique. Et puis sur la stratégie, on se refera prendre sur quelque chose. Parce qu'en gros, l'Irlande, énervée d'avoir perdu contre l'Angleterre, va absolument
cibler ce match pour être absolument parfait. Et donc voilà, aucun match nul. Non, Noébé, les matchs nuls, c'est surcoté, ça n'existe pas. Messieurs, dames, merci d'avoir assisté à ce live. Je vous promets que demain soir, on se fait un live plus chill où on regarde Angleterre-France 2023, où j'aurai le temps, où je n'aurai pas à me lever à 4 heures. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui étaient sur YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à liker, etc. Évidemment, je suis en live Twitch, donc c'est pas le même format que d'habitude sur les vidéos que vous regardez si vous êtes des habitués. Mais ça a été un plaisir de vous parler. Évidemment, les commentaires sur YouTube pour parler de ce que vous voulez, j'y répondrai. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live pour ceux qui étaient sur Twitch. Et voilà, salut tout le monde.